Bienvenue dans le libre journal du cinéma. Alors il est des comédiens qui ont personnifié un type d'emploi, ont sublimé des films médiocres, ont inventé une diction, une attitude. Des comédiens qui se sont drapés dans les habits de la comédie du drame avec autant d'aisance pour l'une que pour l'autre. Des comédiens qui ont su rester humbles dans une profession où souvent la tentation d'être un artiste démiurge n'est jamais loin. Des comédiens qui ont apporté au cinéma français quelque chose de résolument frondeur, irrévérencieux, drôle, tendre, vulgaire et poétique, bouleversant sans avoir l'air d'y toucher. Façon polie de signifier qu'être comédien est un métier d'artisan et que c'est bien assez. Marielle, c'est tout ça et bien plus encore. Jean-Pierre Marielle, tout un programme. Plus d'une centaine de films au compteur, des grands films, des navets, des films moyens, des premiers rôles éclatants, des seconds rôles irrésistibles, des apparitions furtives mais inoubliables. Camarade au conservatoire de Belmondo, Rochefort, Crémer, il a tracé sa propre voie dans la jungle du cinéma français sans jamais déroger une seule fois à son indépendance d'esprit, sa gouaillerie légendaire, sa grande gueule, son côté bougon et tendre à la fois. Parler de Marielle, c'est finalement se plonger dans l'âme de notre cinéma, un cinéma qui ne se prend pas au sérieux, joyeux dans les moments graves, profond dans les instants légers, un cinéma de panache, de rigolade, d'émotions, de répliques goûtues, d'anathèmes prophétiques, de postures héroïques, d'orgueil brisé, le seul cinéma qui vaille après tout. Alors pour en parler, j'accueille Marie-Noëlle Tranchant. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour. Alors vous êtes ancienne critique et journaliste au Figaro, vous officiez désormais sur Radio Notre-Dame et vous avez eu notamment le privilège, l'honneur ou la lourde tâche, car il avait la réputation de ne pas être facile, de vous être entretenu à plusieurs reprises avec Jean-Pierre Marielle. Vous nous raconterez tout ça. Alors parité oblige, parce que nous sommes à Radio Courtoisie et on ne tient plus que tout à l'égalité des sexes. J'accueille Arnaud Guyot-Janin. Bonjour. Bonjour Arnaud, vous êtes bien connu de nos antennes puisque vous êtes directeur d'émission à Radio Courtoisie. On peut vous retrouver dans le libre journal d'Arnaud Guyot-Janin. Vous êtes aussi journaliste, écrivain et passionné de cinéma français. Alors, Melvillien convaincu, comme nous avons pu le voir dans notre première émission de l'année consacrée à Melville, que vous pouvez retrouver sur YouTube, vous êtes aussi un fervent marielliste. Oui, je revendique. Vous revendiquez. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, me direz-vous, mais voilà, sur ce plan-là, il est bon d'être œcuménique. Enfin, mais avant de parler de tous ces films, des Galettes de Pont-Aven, d'Uranus, de Tous les matins du monde, tous ces grands films, nous allons parler actualité du cinéma, car ce mois de janvier a été plutôt intéressant de ce côté-là, avec quelques sorties notables, dont nous allons nous faire tout de suite l'écho, à commencer par le film du mois, Los Tigres d'Albert Rodriguez, sorti le 31 décembre dernier. On a choisi un sujet difficile et on l'a traité honnêtement, avec foi, sans concession. Et je crois que ça peut faire un grand film. Alors nous embarquons pour la côte espagnole, un port, des centaines de cargos, une usine pétrochimique, le ciel bleu, la chaleur, la mer et ses scaphandriers. Des hommes prenant tous les risques pour réparer ces cargos venus de tous les continents. Antonio et Estrella sont frères et sœurs, ils vivent par et pour l'océan. Leur père les a initiés très tôt à ce monde aquatique. Inadaptés au plancher des vaches, ils ne se sentent vivants qu'à partir d'une dizaine de mètres de profondeur. Un des cargos dont ils s'occupent transporte de la drogue, la compagnie de scaphandriers ne dit rien, ce ne sont pas leurs histoires. Jusqu'au jour où les difficultés financières de Antonio deviennent insurmontables. Alors, c'est réalisé par Albert Rodriguez, c'est sorti le 31 décembre dernier, et Albert Rodriguez est auteur notamment d'un polar très esthétique et intéressant qui est sorti en 2014, La Isla Minima. Alors, Los Tigres lévite entre le drame et le polar. La mise en scène alterne magnifiques plans aériens d'une Espagne mi-sauvage, mi-industrielle, de jour comme de nuit, broyant les hommes comme les éléments, et plans très oppressants, aquatiques, sombres, où la mort côtoie leur quotidien. Alors, qu'en penser de Los Tigres ? Elle a un peu la même chose que pour la Isla Minima, c'est-à-dire que les mêmes qualités et les quelques reproches, mais des très très grandes qualités. Déjà, les qualités, c'est une mise en scène esthétique, millimétrée, reprenant la grammaire visuelle des films de genre dans un univers jamais vu au cinéma, celui des scaphandriers. Le résultat est très très réussi. Alors, la plongée sous-marine est montrée sous ce versant le moins idyllique. Alors, amis claustrophobes, surtout passez votre chemin. L'effet voulu par le réalisateur est parfaitement atteint. Ces hommes n'ont pas d'autre choix que de vivre sous l'eau, vivre une passion face à la nature qui ne leur pardonne rien. La démonstration visuelle rejoint ici le propos social. Les deux acteurs principaux sont excellents, Antonio de la Torre et Barbara Leni. Alors, Antonio de la Torre, qu'on connaît ici pour des rôles dans deux films que je place vraiment très très haut, deux films extraordinaires qui sont que Dieu nous pardonne, que Dios nous pardonne. Excusez-moi pour mon espagnol, j'ai fait allemand première langue. Polar d'une force extraordinaire sur la traque d'un tueur en série dans un Madrid accablé par la canicule. Et El Rino, thriller politique époustouflant sur la corruption politique en Espagne. Tous les deux films sont réalisés par Rodrigo Sorogoyen. Alors pourquoi je vous parle de ces réalisateurs ? Parce que justement, au contraire d'Albert Rodriguez, lui, il n'a pas peur de se frotter au genre, de plonger vraiment dans son sujet, quitte à être dérangeant, voire clivant.
Et ce que malheureusement, alors c'est le léger reproche, ne fait pas assez Holbert Rodriguez à mon goût. La dimension sociale est très réussie, l'aspect visuel est exceptionnel, mais l'aspect polar, justement, est malheureusement trop négligé. Voilà, comme si le réalisateur voulait garder la main sur la forme aboutie de ce qu'il propose. Alors, le même sentiment m'avait d'ailleurs étreint lorsque j'avais regardé la Isla Minima. Voilà, les références sont là, on sent notamment la première saison de True Detective dans certains plans, ou le film Memories of Murder. Mais à rebours de ces modèles, Rodriguez reste parfois à la surface de ses enjeux. Voilà. Le polar reste une toile de fond, et ce qui donne par exemple malheureusement une fin un peu abrupte, frustrante, voilà, et pas assez aboutie. On ne veut pas se salir les mains, prendre les risques qui s'imposent par l'utilisation même du genre du polar. Alors, mon propos n'est surtout pas de dire qu'il ne faut pas aller voir Los Tigres. Je pense qu'il faut absolument le voir. C'est un vrai film de cinéma. Et dans cet élevage sous serre de films interchangeables, Los Tigres, par son univers, son esthétique, ses acteurs supplantent beaucoup de films français. Alors, quasiment tous, hein, à mon... Il faut donc aller le voir, c'est ce genre de film que nous voulons voir sur grand écran. Il nous reste juste une légère amertume en bouche, mais qui est vite dissipée. Alors, nous allons maintenant aborder un film qui est sorti, je crois, 14 janvier. Nous allons assez rapidement l'aborder, mais on va d'abord écouter la bande-annonce de l'affaire Borjaski. Alors, l'affaire Borjaski, film qui est sorti donc le 14 janvier. Alors, c'est l'histoire de Jan Borjaski, jeune ingénieur polonais qui se réfugie en France pendant la guerre. Il utilise ses dons pour fabriquer de faux papiers pendant l'occupation allemande. Puis, après la guerre, son absence d'état civil l'empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions. Alors, il se lance, grâce à un gangster qu'il a rencontré pendant l'occupation, il se lance dans la fausse monnaie et se confronte très rapidement au commissaire Mattei, le plus grand flic de France, qui est joué par Bastien Bouillon. Alors, Marie-Noël, vous avez vu l'affaire Borjaski. Qu'en avez-vous pensé ? Et alors, j'ai beaucoup aimé le personnage que je ne connaissais pas du tout et qui m'a vivement intéressée. Pour une raison simple, parce que c'est un faux monnayeur. On pourrait penser qu'il est intéressé par l'argent. Il y a aussi la dimension de reconnaissance sociale, puisque inventeur, il n'a pas la possibilité de faire carrière en France. Il n'a pas ni les diplômes, ni les papiers après-guerre qui lui permettraient de s'introduire vraiment dans la société française. Donc, il y a ces deux éléments-là. Mais il y en a un troisième qui, pour moi, est le plus intéressant. C'est qu'en fait, c'est un artiste foncièrement et qu'il aime ce travail de graveur de fausses monnaies. De reproduire, réinventer, trouver le bon papier, le filigrane, refaire ça. Tout ça, c'est un univers proprement artistique et c'est ça que je trouve original, singulier et vraiment prenant dans le film. Oui, c'est vrai que le personnage principal est joué par Reda Kateb. Qui est plutôt bon. Alors, moi, pour ma part, j'ai effectivement c'est ce côté-là, fausse monnaie, ce graveur hors pair, on pense au Caf sur Bif, forcément, mais et intéressant. Et après, par contre, j'ai trouvé que moi, les références... en fait, il y a deux grandes références, et le réalisateur, d'ailleurs, le dit. C'est Le Cercle Rouge de Melville et Hit de Michael Mann. Oui, il voit un peu grand. Voilà. Il voit un peu grand, ça, on est d'accord. Ce n'est pas la mise en scène qui est intéressante. Voilà. Elle est très... Au départ, j'ai même trouvé la mise en place du film un peu longuette, parce que ça se fait par petites scènes, des petites vignettes. Il n'y a pas de marque de style particulier. C'est très léché, la reconstitution, un peu appliqué. Mais ça manque un peu de souffle, moi, j'ai trouvé un peu... Je trouve que le film prend vraiment, pour moi... Il prend vraiment au sens où une sauce peut commence à prendre de la consistance. Quand il se retrouve seul, Borjaski, il n'a plus de comparse, de complice. Il se retrouve seul et poursuivi par ce commissaire Mattei qui s'intéresse au personnage et qui le devine, et qui devine son originalité et sa personnalité. Et donc là, il y a un jeu de chat et souris un peu tintinesque parce qu'il se promène dans toute la France. Il y a c'est très amusant. Donc il y a un côté un peu aventure à la Tintin. Et là, ça marche bien, je trouve. Le film prend son dynamisme. Oui, je trouve que même à la fin, pour le coup est plutôt réussi dans ce côté un peu dramatique. Mais c'est vrai,
D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé, Arnaud, que le commissaire s'appelle le commissaire Mattei, en référence au Cercle Rouge, et qu'en réalité, il s'appelait Benamou. Et à Bourville, ouais. Voilà. Donc, oui, et puis il y a même un dialogue entre, un moment, le faussaire, mais qui est... Alors moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais en fait, c'est Hit de Michael Mann. Il a quasiment même repris une ligne de dialogue de Pacino, qui explique à un moment que, à cause de... Donc là, en l'occurrence, c'est Bastien Bouillon qui joue le commissaire Mattei, qui explique, en traquant ce faussaire, ça lui a valu 3 divorces, 2 mariages, enfin, ou 2 mariages, 3 divorces. Et donc, et cette réplique-là, c'est mot pour mot quasiment ce que dit Pacino à De Niro dans le film Hit. Bon, mais voilà, ce qui est un peu dommage, parce que je trouve que c'est deux très grands films, Hit et Cercle Rouge, qui ont une esthétique tellement importante qu'on aurait aimé qu'il y ait eu vraiment un saint effort de mise en scène, un effort de souffle, un effort... Et moi, j'ai beaucoup pensé à un film, je ne sais pas si vous y avez pensé, dans le jeu de la chat et souris avec un faussaire, un film qui est très 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 bien, c'est Arrête-moi si tu peux, de Spielberg. Oui. Voilà, où Tom Hanks joue un personnage du FBI qui traque, c'est une histoire vraie d'ailleurs, c'est Franck Cabanel Jr., qui est un faussaire. Alors lui, c'est un faussaire dans tous les sens du terme, puisqu'il prend des identités, mais il y a un jeu qui est tellement... et j'ai pas retrouvé justement ce côté jubilatoire qu'on peut avoir justement dans le principe du faussaire, c'est que c'est un jeu de dupes. Et j'ai moins retrouvé ce côté jubilatoire que je pouvais avoir. Oui, parce que c'est un côté très intériorisé. Il est seul, il se protège beaucoup, et puis il veut protéger sa famille, de sorte que c'est pas du tout extériorisé, en effet. Alors, on va passer au film suivant, et on va passer à... où je vais en parler assez rapidement, mais j'avais envie un peu de l'évoquer, c'est Le Mage du Kremlin. Alors, Le Mage du Kremlin, c'est adapté du fameux livre de Giuliano De Empoli, alors je prononce très mal, qui est sorti en avril 22, qui s'appelle pareil Le Mage du Kremlin. C'est avec Jude Law, Paul Dano. Et c'est un film, j'en parle très rapidement parce que je crois que vous ne l'avez pas encore vu, Marie-Noël, et que vous allez le voir bientôt. Voilà, c'est un film qui retrace en fait l'avènement de Vladimir Poutine au pouvoir à partir des années 90 à travers un personnage qui s'appelle Vadim Baronov et qui en fait explique comment Poutine est arrivé au pouvoir. Alors contrairement au livre, moi j'avais bien aimé le livre que j'avais trouvé assez intéressant en me permettant de comprendre ce qu'est la Russie, mais toutefois avec un regard occidental, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais l'aspect justement un peu nuancé du livre disparaît, je trouve, beaucoup dans le film, où on se retrouve dans finalement un film assez binaire, là ils arrivent avec leurs gros sabots, pareil, alors là en termes de mise en scène, on attend du souffle, on attend quelque chose un peu, c'est une fresque, en fait on va aborder d'ailleurs 3 films là qui sont que des fresques, puisqu'après nous parlerons de Palestine 36 qui est aussi une fresque. Mais voilà, ces films de fresques, il faut vraiment du rythme, il faut du souffle, il faut être embarqué, et on ne l'est pas. Et alors pour le coup, il y a aussi un aspect, c'est que tous les acteurs parlent anglais dans le film. On n'entend pas le russe. Et Jude Law, malheureusement, en Poutine, qui fait cette espèce de grimace tout le temps, ça ne marche. J'ai trouvé, voilà, ça ne marchait pas trop. Donc, bon, après, ça reste un film intéressant à voir. Le livre, voilà, ceux qui n'ont pas lu le livre, lisez le livre, parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Et que, pour le coup, Paul Dano, je trouve aussi plutôt bon dans ce rôle. Mais on va passer tout de suite à Palestine 36, que là, pour le coup, Arnaud et Marie-Noël, vous avez vu, et on va pouvoir en parler. Palestine 36. Palestine 36, on va aborder ce film. Palestine 36, Marie-Noël, je crois que vous avez beaucoup aimé le film. Racontez-nous. Oui, j'ai bien aimé ce film, qui est une grande fresque historique qui nous ramène donc au temps lointain d'une Palestine sous mandat anglais, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, les Anglais sont pro-sionistes, mais la terre n'est pas encore partagée. Non, c'est ça. Et on va arriver là. Donc, il y a des révoltes arabes, il y a des grèves, et puis va arriver la commission Peel qui, elle, va se prononcer en faveur de la partition de la terre. Oui, défaveur des Palestiniens. C'est-à-dire, oui, ce qui était leur terre, ils devront partager avec
les sionistes qui arrivent. Et il est fait allusion à l'Irlande. Et ça m'a rappelé d'ailleurs la belle fresque de Ken Loach, Le vent se lève, sur l'Irlande, sur l'histoire d'Irlande. Et on se dit qu'en effet, il y a des échos. Et d'ailleurs, à la fin de Palestine 36, on voit un joueur de cornemuse. Et le paysage, alors je ne sais pas si c'est un paysage palestinien, mais enfin, c'est assez verdoyant. On se sent plutôt en Irlande. En tout cas, cette grande fresque, elle est très partisane. C'est une réalisatrice palestinienne. J'avais vu un autre de ses films qui était très intéressant, donc Anne-Marie Jassir. Son prénom fait supposer que c'est une arabe chrétienne. Et d'ailleurs, on les voit beaucoup dans le film. On les voit, voilà. On voit tout le monde. On voit oui. Et donc, il y a ce côté partisan, mais partisan au meilleur sens du mot, c'est-à-dire, c'est un film patriotique qui parle de ce qui arrive à son pays. Et ça, c'est intéressant. Oui. Parce que on est très loin des prises de position politiques de LFI, je veux dire par là. Donc c'est ça qui est nécessaire à entendre et intéressant aujourd'hui et touchant. Arnaud Guillaume. N'étant pas un militant de LFI, je ne me saurais me contenter de cette seule parole, mais je trouve que le film est extrêmement bon. C'est un film effectivement qui est partisan, mais pas forcément militant. Il prend parti, mais il n'est pas non plus catachétique ou répétitif ou réitératif. Il n'y a pas une espèce de logomachie qu'on retrouve dans certains films un peu militants parfois, y compris d'ailleurs dans beaucoup de films de gauche. Et là, en l'occurrence, on n'a pas du tout cette impression-là. On a la restitution véritablement des révoltes arabes en 1936 contre et au sein du mandat britannique et qui donnera lieu en 1948 à la création de l'État d'Israël et ce qu'il faut bien appeler la spoliation de la terre des Palestiniens par les Israéliens. Et c'est un film qui est à la fois bien fait, bien joué, avec beaucoup de la présence des femmes aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. On voit beaucoup de femmes palestiniennes qui sont à l'avant-garde du mouvement d'émancipation nationale et populaire palestinienne, et c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans beaucoup de films historiques ou dans des films même politiques. Là, on voit que les femmes sont très 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 présentes et sont aux avant-postes de leur combat. Alors, il y a effectivement des références pendant le film à l'Irlande, c'est vrai, et à la fin, effectivement, cette image symbolique de joueurs de cornemuse, probablement en Palestine, mais on peut imaginer que ça a été fait au Maroc ou ailleurs pour les besoins du tournage, et qui renvoie au combat de l'IRA et au combat national et populaire irlandais face à l'occupant britannique, comme dans le cas précisément du film qui nous intéresse, où l'occupant britannique, justement, ne se conduit pas très bien avec les Palestiniens, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un film, alors je l'ai vu aussi, c'est vrai qu'on ressort de ce film avec un sentiment très, très anti-anglais. Là, pour le coup, c'est... Mais alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'effectivement, c'est une fresque, mais, comme vous dites, il ne s'enlise pas dans tous les travers que présuppose la fresque, c'est-à-dire quelque chose de très grandiloquent, où finalement, on a plus une peinture qu'autre chose. Oui, parce qu'elle a un beau sens dramatique, elle sait faire vivre des personnages. Exactement. Il y a vraiment, voilà, c'est des vrais personnages, on s'y attache, on est plongé, c'est la petite histoire à travers la grande histoire. Un ressort intime très important. Oui, et alors elle arrive en plus dans son montage à juxtaposer des images d'archives en couleur qui sont très intéressantes et très à propos, avec en plus une mise en scène. Alors moi, pour le coup, m'a vraiment vraiment, j'ai trouvé ça excellent parce qu'il y a un sens des paysages. Exactement. Aussi. Magnifique paysage. On sent en fait, c'est ça on sent l'amour que les Palestiniens éprouvaient pour leur terre à travers ce film. Et à travers leur gueule même, le côté buriné, les vêtements très traditionnels. On sent vraiment l'atmosphère, l'ambiance proche-orientale, et intime, humaine, qui est présente à toute minute. Oui. C'est vraiment très impressionnant. Elle traverse les milieux sociaux aussi, avec beaucoup de pertinence. Il y a des paysans, il y a des citadins, il y a des dockers, il y a des Oui, c'est ça. On voit en plus les différents milieux sociaux palestiniens. On voit cette haute société
qui se retrouve un peu entre deux fers, à se dire est-ce qu'on va en fait finalement un peu collaborer dans un sens pour essayer de s'attacher un peu les bonnes grâces des Anglais et puis des sionistes. Enfin, il y a tous ces dualités, ces écarts de conscience, ces choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? C'est très intéressant parce qu'il y a par exemple une femme palestinienne qui fume avec... Ah, mais l'intellectuel, c'est une espèce de George Sand, étonnante, habillée en homme. Ouais. Et alors, elle est palestinienne, mais elle est d'extraction sociale bourgeoise, apparemment assez riche. Et alors, elle est aussi pro-palestinienne, évidemment, que tous les autres Palestiniens qu'on voit dans le film, qui à 90% sont d'extraction populaire ou sont des paysans, etc. Et elle joue ce rôle de femme assez occidentalisée, assez européanisée, et qui, en même temps, a une véritable révolte pour son propre pays et pour la libération de son propre pays vis-à-vis des autorités d'occupation britanniques. Et oui, j'ai trouvé aussi intéressant, c'est le rôle justement de son interlocuteur anglais qui, lui, se retrouve en fait à devoir cautionner des faits qu'il ne peut pas justifier et finalement quelque part à se devoir finalement quitter la Palestine parce qu'il se retrouve en fait avec en prise avec des événements qu'il ne cautionne pas du tout. C'est enfin, en tout cas, un film que vous recommandez tous. Ah oui, allez le voir. Oui, parce que c'est très utile à l'heure actuelle d'avoir un arrière-plan vraiment un peu solide historiquement, qui nous sort des clichés et des slogans. Voilà. D'autant plus que lorsqu'on parle du conflit israélo-palestinien, on parle assez rarement de la révolte de 1936 et du mandat britannique. On pense qu'Israël est né comme ça, sans qu'il y ait véritablement de genèse ou de généalogie historicisante. Or, en l'occurrence, si on ne parle pas de l'occupation anglaise qui a donné lieu à la création de l'État d'Israël en 1948, on ne comprend pas les prodromes de ce qu'a été justement l'État d'Israël et de ce qu'il est aujourd'hui encore. Très bien. Eh bien, nous allons maintenant passer au thème. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est vrai. Je voulais juste dire un petit mot d'un film qui s'appelle Hamnet. Voilà, et non pas Hamlet, mais Hamlet est là. Et c'est vraiment un film magnifique que je conseille à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Il est sorti le 21 janvier et donc c'est de la réalisatrice Chloé Zhao avec Paul Mescal, Jessie Buckley et donc, vous êtes allé le voir et vous avez beaucoup aimé. Oui, c'est l'histoire du jeune William Shakespeare, qui est un très grand homme physiquement, mais pas encore illustre par son théâtre, comme on le verra. Sa rencontre avec sa femme Agnès, qui est une sorte de fille des forêts, étonnante, un peu sorcière, héritière de sorcière. C'est un coup de foudre. C'est un magnifique coup de foudre amoureux. Ils ont très vite des enfants. Et puis, 2 jumeaux dans les enfants. Et l'un mourra, le petit Hamnet, et divise, pour le coup, le couple de ses parents. Et il sera à l'origine de cette pièce de deuil qui s'intitule Hamlet, et que tout le monde connaît. Et c'est magnifique. C'est à la fois une évocation historique, c'est très romanesque, c'est tiré d'un roman d'ailleurs, et avec des personnages bouleversants, des émotions, mais vraiment d'une profondeur inouïe, qui vous remuent jusqu'au fond de l'âme, qui sont tellement justes. Et puis ce passage de la réalité à la création artistique est rendue d'une façon inoubliable. Bergman aurait aimé ce film. Et je pense qu'on le retrouvera beaucoup aux Oscars. Il a déjà 2 Golden Globes. Eh bien, nous le notons. Donc, les films à voir, Hamnet, Palestine 36. Je pense qu'il faut voir l'affaire Borjaski pour soutenir ce type de cinéma, un cinéma populaire. Et on a besoin de films qui s'attardent à notre histoire. Donc, c'est intéressant. Et puis, Los Tigres. Alors, nous allons maintenant passer au cœur de l'émission. Je me tourne vers Arnaud Guyojanin qui prépare déjà toutes ces répliques mariellistes. Et on va commencer avec un premier... Alors, quand on parle de Marielle, on ne peut que s'échanger ces répliques. Et donc, on va faire la part belle aussi à toutes ces répliques de films. Et on va commencer par une première réplique
de Marielle, tiré d'un film de Philippe de Broca. Voilà, le mystère, c'est la courbe. Voilà. Encore une réplique. Arnaud Gueux-Janin. Ouais, on a reconnu également la voix de Claude Pieplu, qui joue le rôle d'un réactionnaire atrabilaire dans le film, dans ce grand film de Philippe de Broca, cette grande comédie de Philippe de Broca, Le diable par la queue, à la fin des années 60, et un Jean-Pierre Marielle qui joue le rôle d'un parvenu, d'un playboy parvenu, avec une belle voiture, avec une moumoute sur la tête. Il est avec Tania Lopert, qui elle-même est un peu azimutée. Tout ça cohabite très bien dans un château qui est dirigé, si j'ose dire, par Madeleine Renaud. Enfin, bref, c'est un régal. On y trouve également aussi Marthe Keller, Maria Schell et beaucoup d'autres acteurs et actrices. Et Marielle s'impose comme inévitablement l'un des rôles moteurs du film. Mais donc avant ça, donc Marielle, on a parlé c'est la bande du Conservatoire, il tourne beaucoup de films. Est-ce que Le diable par la queue, justement, Arnaud, c'est pas le film qui commence un peu à l'installer dans ce personnage qu'on connaît tous, c'est-à-dire en fait un peu de beau. Je vais mettre les pieds dans le plat, de beau flamboyant, quoi. Alors, beau flamboyant, il y a les films de Joël Seria après. Oui, qui sont encore plus paroxystiques que le film de Philippe de Broca. Mais vous avez raison, c'est un film quand même qui date, si je ne m'abuse, de 1967. 69. Et c'est donc un film où Marielle n'a pas de moustache, d'ailleurs. Hein. Il va commencer à en avoir après les années 70, en 71, 72. Et à l'époque, il a déjà cette voix snob, et en même temps un peu ridicule, à peu de deuxième degré. On se fout un peu de la gueule de Marielle quand il joue par exemple au poker avec Yves Montand et Jean Rochefort, et qu'il dit à un des protagonistes alors vous jouez stud ? Bon, vous jouez à poker américain, mais rien que le fait que le ringard playboy Marielle essaye d'en faire plus qu'il n'en peut en faire, c'est déjà une manière drôle de pouvoir appréhender Marielle comme personnage énigmatique et drôle. Surtout qu'il a une moumoute dans le film, et c'est là pour rajouter un peu à ce... Oui, Le diable par la queue, c'est vraiment délicieux. C'est une des plus charmantes comédies, et ça le reste, hein, ça traverse le c'est toujours temps. aussi bon. Et Marielle disait lui-même, des personnages de bellâtres un peu creux, de séducteurs catastrophiques. J'en ai joué et j'ai aimé ça chez Broca. Oui, parce qu'on retrouve 1 an ou 2 ans plus tard, dans Les Caprices de Marie, toujours de Broca, avec encore Jean-Pierre Marielle, un petit peu le même rôle. Voilà, Broca aimerait bien lui faire tourner ce genre de rôle. Et il aime bien, lui aussi. Et lui aussi. Alors, c'est un peu une introduction un peu à la pensée, à ce personnage. Et on va commencer, on va se laisser un peu porter par certaines répliques. Et on va notamment justement Arnaud, vous qui êtes un spécialiste, vous allez pouvoir identifier la provenance de la réplique suivante. Bon, enfin, regardez-le, Françoise, il est affreux. C'est un singe. Il est vulgaire, il est content de lui, il est inculte, il est râleur, il est satisfait. Il est français. N'exagérez pas, mon commandant. C'est un escroc, en plus, c'est moi qui ai payé votre passeport, il m'a piqué 7500 francs. Mais j'ai dit que j'ai remboursé à Paris, faut pas être suivre à ce point-là tout de même. Oh, pardon, mon commandant, ça m'a échappé. Non, mais vous allez voir qu'il va me traiter de sale juif tout à l'heure, ce con. Ce con, il vous emmerde. Oui, film de Lautner, La valise. La valise, qui est, donc la valise avec Lautner, musique de Philippe Sartre, Mireille d'Arc, Michel Constantin, Jean-Pierre Marielle. Michel Galabru, qui fait le rôle d'un grand argentier grec très drôle, qui est très, très, très marrant également. Oui, et puis on a eu, je crois, l'apparition de Robert Dalban aussi. Alors, oui. Ce film, le film est assez... c'est plus la relation entre Lautner et Marielle, Arnaud. Oui, alors... D'abord, oui. on ne peut pas s'empêcher de faire une toute petite comparaison, mais toute proportion égale par ailleurs, c'est que le film Palestine 36, dont on vient de parler, traite du sujet israélo-palestinien. Dans la valise, il s'agit aussi d'espions israéliens, d'espions palestiniens et d'espions français, incarnés par Amidou, Michel Constantin et Jean-Pierre Marielle. Et c'est un film, c'est vrai, qui est quand même plutôt, je dirais tendanciellement, plutôt à l'avantage d'Israël. C'est ténu, mais
Et là, Lautner avait un petit peu cette tendance aussi, donc à l'époque, ce qui donc Claude Vital, le premier assistant metteur en scène aussi, et donc tout ça est pris dans une comédie assez réjouissante. Et Jean-Pierre Mariel va retourner ensuite avec Georges Lautner dans un film qui s'intitule On aura tout vu avec Pierre Richard, où il joue le rôle de Bob Morlock, le rôle d'un producteur de films pornographiques hilarant. Oui, alors on a tout vu. D'ailleurs, si vous avez écouté, le film du mois est un extrait. Le petit générique que j'utilise est un extrait d'On aura tout vu d'Henri Guibet, qui parle notamment de son projet de film pour s'apercevoir à la fin que ça ne sera pas exactement Et ça. alors, vous savez que c'est incroyable parce qu'on retrouve cet extrait-là dans un autre film de Lautner qui s'appelle Mort d'un pourri en 1977 avec Alain Delon. Et vous avez un camionneur qui à un moment donné branche la radio, ouvre la porte et on entend ce dialogue qui était déjà initialement dans le film que vous venez de citer. C'est excellent. Ce qui veut dire qu'ils utilisent des musiques dans plusieurs films. Ça leur est arrivé, par exemple, Philippe Sard que vous citiez, et on peut parler aussi de Marielle, en l'occurrence. C'est que dans Les Deux Crocodiles, avec Carmet et Marielle, de Joël Steria, voilà, sorti en 87. Musique de Philippe Sard, qui en fait reprend la musique de Philippe Sard, de Que les gros lèvent le doigt, avec Jean Poiret, en 1981, de Dîner de Granier de Fer. Donc c'est amusant. Marie-Noël Tranchant, alors, dans la carrière un peu de Marielle, on sent qu'il y a quand même le tournant. C'était un acteur de théâtre. Oui. Il est venu au cinéma parce que, bon, il n'a pas été emballé au départ. Hein. Il avait des petits rôles. Et surtout, on sent le tournant, ce sont les années 70. C'est là où vraiment il va prendre un peu sa dimension. Ça va devenir un peu le Marielle que l'on connaît, le Marielle de référence. Et notamment, alors c'est le Marielle des Galettes de Pont-d'Aven. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, oui, c'est ça. Et juste avant, il y a un film. Alors justement, vous allez nous en parler parce qu'on est en 74 et c'est un film de Michel Audiard. Oui. Comment peut-on réussir quand on est connu par Richard ? Exactement, avec Jean Carbet, Jeanne Birkin, Jean Rochefort, Daniel Prévost. Alors parlez-nous un petit peu de ce film, parce que là c'est la rencontre quelque part entre deux monstres. C'est un film en fait très à l'art de droite, et en même temps un film à certains égards qui porte un petit peu la maxime de Paul Lafarge, le droit à la paresse. C'est-à-dire qu'il y a véritablement, qu'on retrouvait d'ailleurs dans un autre film quelques années plus tôt, Alexandre le Bienheureux, avec Philippe Noiret, d'Yves Robert. Exactement. Donc, alors, ce film est un petit peu un hymne à la paresse, un hymne au non-faire. Et Marielle joue, lui, le rôle, alors, un peu compliqué, encore une fois, d'un séducteur playboy, mais un peu décalé, qui partage la vie de Stéphane Audran et qui se fait taper d'une certaine façon par Carmet, qui à son tour va vouloir se faire escroquer. Enfin, c'est un imbroglio vaudevillesque de plusieurs personnages, plusieurs acteurs français qui les uns les autres se font la voix, si j'ose dire, dans un film de Michel Audiard. Oui, et Carmet joue un voyageur de commerce, Antoine Robineau, qui vend une espèce de poison, hein, on peut le dire comme ça, en expliquant que c'est pas tout à fait du poison, mais enfin, ça en est quand même. Et enfin, que ça n'atteint pas la tête. Voilà, les jambes, le reste, il peut y avoir des problèmes. Et il y a notamment cette fameuse réplique de Marielle qui dit qu'il s'agisse de rasoir, de clés de voiture, de femme, j'ai toujours tout en double. Voilà, la gouaille mariellienne, à la limite de la vulgarité, mais qui, lorsqu'elle est proférée par Marielle, n'est plus vulgaire. Voilà, servi par Michel Audiard. Et alors, justement, on va commencer. Alors, prochaine. Il y a peut-être aussi quand même un film dans les films de Seria, parce que j'espère qu'on va évoquer certains d'entre eux. Ah, bien sûr, oui. Que ce soit les Galettes, comme la Lune, les Deux Crocodiles aussi. Charlie et ses deux nénettes, et ça doit être 4. On en a 4 Seria réalisés par Seria avec Marielle. Bien, les Galettes de Pont-d'Aven étant celui qui est le plus connu et peut-être l'un des meilleurs. Ça tombait bien que vous en parliez. Parce qu'on va écouter un petit extrait.
Ah, puisque vous connaissez la maison Godino, je ne vous apprendrai rien. Vous connaissez la devise, qualité, solidité, imperméabilité. Et en plus, la maison, cette année, a fait un très très gros effort, tant au point de vue des modèles qu'au point de vue des coloris. Nous avons renouvelé toute la collection, et sans majoration du prix de vente. Ah, bah, c'est appréciable. Alors nous avons le 48 à 8 baleines, le 56 à 10 baleines, le 60 à 8 et 10 baleines pour les dames, et notre fameux 63 à 8 et 10 baleines que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large, ça va du noir classique au rouge vif en passant par les jaunes et les verts dégradés. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé à balénage invisible, bas-volet arrondi, ombrelle de Thaïlande et notre parapluie d'ecclésiastique, modèle standard que nous faisons dans les dimensions habituelles, mais dans une gamme de coloris très variée et très jeune. Les poignées Java gainé cuir, très classique, plastique noir, merisier, bois exotique, bambou, imitation bambou, et toute notre collection de styles champêtres dont vous pouvez admirer les couleurs particulièrement chatoyantes. Et je crois que c'est à ce moment-là que le générique commence, il me semble. Oui, je crois. Après cette répartie de Marielle. Alors oui, justement, alors le film suit justement Henri Serin, représentant en parapluie. Déjà, le nom est tout un programme. Henri Serin comme un serin. Oui, exactement. Non, mais c'est voilà, et c'est bon, c'est l'histoire du français moyen, les représentants de commerce, et puis il a une passion qui est la peinture. Et puis à l'occasion d'un voyage en Bretagne, il va tomber sur un Bernard Fresson, alors là, effrayant. Effrayant de vulgarité, là c'est le cas de le dire. Hein. Oui, de alors d'ailleurs, je tiens... quintessentiel. je tiens à préciser, pour nos auditeurs, on n'aborde pas les films de Joël Seria de manière frontale. Hein. Ce sont des films qui restent quand même assez vulgaires, disons-le. Ouais, pour certains d'entre eux, en tout cas. Pour certains d'entre eux. Donc voilà, je préfère mettre en garde pour ne pas avoir... Je trouve que... c'est pas vraiment pour trouver un alibi ou une crédibilité à Marielle ou à certains de ses films. Mais je trouve qu'honnêtement, quand la vulgarité de Marielle est présente, il y a une forme de poésie, de charme qui intervient et qui sublime, qui transcende la vulgarité propre de ce qu'on a entendu par les mots au départ. Poétique est un adjectif qu'il aime prononcer. On l'a vu déjà dans la première réplique que vous avez citée. C'est très beau, très poétique. Le mystère, c'est la courbe. La courbe. Très poétique. Et il disait... Le mystère de la disait, quand il parlait de lui et de ses amis du conservatoire, donc les Belmondo, Riche, Crémer, Rochefort... Bernier. Hein, il disait, on aimait Groucho Marx... homme fascinant et monstre poétique. Voilà. Donc, il aime le mot poétique qui est à la limite du comique et du rêve, oui, parce qu'il n'est pas dans un peu un clown. Hein. Oui. Oui. Il n'est jamais dans un côté... tout son comique, son génie comique ne repose pas sur la situation. Il a en fait, c'est par la langue, c'est par son personnage qu'il fait rire. En fait, vous voyez ce texte là la réplique qu'on a entendue là de représentant parapluie, pardon. En fait, il sort son article, il le fait très bien. Mais c'est sublimé parce que c'est Marielle. Je pense que ça va si loin que les metteurs en scène, quand ils hésitaient à utiliser Marielle dans un de leurs films, se disaient, si on prend Marielle, alors quels sont les dialogues ? Dites-nous quels sont les dialogues, parce que c'est vrai que Marielle, sans les dialogues, c'est plus Jean-Pierre Marielle. Les dialogues, c'est avant tout la marque de fabrique de Marielle, même si ça n'est pas réductible à ça. Oui. Non, dites Marie-Noël, oui. Non seulement parce que les dialogues, c'est la langue, le jeu avec la langue qu'il aime beaucoup, mais parce que c'est son timbre de voix. Oui. Il a une voix exceptionnelle qui est à la fois, qui peut avoir un côté sépulcral, vraiment très très sombre. Et comme puis, dans Tous les matins du monde. Oui, je pensais exactement à ça. Oui. Et puis, à côté de ça, une légèreté, un côté chaleureux. Donc c'est un duo à lui tout seul. Il joue très très bien avec sa voix. Le clown blanc et le clown rouge, l'Auguste. Il a les deux dans son talent à lui. Ah oui, exactement. Et alors cette année, justement, là, c'est cette capacité. Et alors justement, la voir, c'est intéressant parce que l'année 75, il tourne 4 films
4 films très différents. Et ça illustre bien un peu ce qu'est aussi la filmographie de Marielle, c'est que on ne peut pas le résumer au personnage un peu de ce personnage très, très fantasque, très drôle. Pour vous les citer, et après on en parlera, hein, on a Que la fête commence de Tavernier, hein, où il va jouer le marquis de Pontcallec, Dupont-la-Joie d'Yves Boisset, voilà, La Traque de Serge Leroy. Donc, ils sont quand même des films, et Les Galettes de Pont-Aven. On est quand même sur des horizons très différents. Oui, mais avec des personnages quand même relativement proches. Hein. C'est vrai. Alors, parlez-nous justement un petit peu. Quelle est la particularité de tous ces personnages Vous avez utilisé le terme tout à l'heure, il faut le réutiliser, même s'il est souvent galvaudé. C'est le terme de beauf. Il y a un côté beauf que joue Jean-Pierre Marielle, qui peut paraître totalement contrasté avec ce qu'on avait dit auparavant par rapport à la poésie, mais il arrive même à rendre les choses poétiques en étant un peu beauf. Parce que ce timbre de voix, effectivement, cette truculence, cet allant, cette langue distincte et subtile qui est la sienne, font de Jean-Pierre Marielle l'acteur poétique qui peut interpréter... Alors, par exemple, dans le film Dupont-la-Joie d'Yves Boisset, il joue le rôle de Léon Tartafione. C'est le rôle du présentateur de jeu. Bon, Yves Boisset avait pris Marielle parce qu'il voulait absolument que ce personnage ressemble à Zitrone. Alors, il a pris Léon Zitrone, donc Léon et Tartafione, voilà, et c'était Zitrone aussi. Donc, il était toujours utilisé en général et on disait... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tourner à Marielle puisque c'est celui qui parle le mieux dans les films qu'il fait. Voilà, c'est vraiment la marque mariellienne. Oui, c'est ça, c'est à tel point, c'est que, en fait, il vole souvent un peu la vedette, il faut le dire. Ouais. Il a cette capacité, quand il arrive avec son texte, en fait... Mais sauf, je trouve, dans Dupont-la-Joie, où je trouve qu'il est un peu moins bon que d'habitude, et il faut dire aussi qu'il a une quinzaine d'acteurs qui l'environnent, et qui jouent d'ailleurs même un peu plus que lui dans le film. On peut les rappeler, hein, Jean Carmet, Pierre Tornade, Michel Perlon, Jean Bouis... Oui, Robert Kestel et beaucoup d'autres. Bon, et là, je trouve qu'il est un petit peu en retrait. Ça aurait été intéressant d'ailleurs de lui poser la question de savoir ce qu'il avait pensé du film et s'il en gardait de bons ou de mauvais souvenirs. Peut-être qu'il s'en serait complètement foutu. Vous savez, quand je suis allé le voir et je l'avais interviewé pour le spectacle du Monde, je lui avais dit, vous savez, Jean-Pierre Marielle, vous êtes un mythe, hein. Vous êtes un mythe. Et il m'a fait le signe des deux mains qui, les mythes ont fait ça. Voilà. Alors, j'avais commencé l'entretien avec Marielle et ça commençait dans la dérision et il ne pouvait pas lui-même se prendre au sérieux. C'était pas possible, donc il voulait absolument dire que le mythe, c'était la mythe. Alors moi, j'ai envie de parler d'un film que j'aime beaucoup. Je pense que ce type de film manque un peu à notre cinéma. C'est La Traque. Ouais. La Traque de Serge Leroy, qui est un film très dur, hein, il faut le dire. Un film de 75 qui raconte en fait une jeune Anglaise, Helen Wells, qui loue une maison isolée en Sologne et qui rencontre elle rencontre un groupe de chasseurs. Et puis dans ce groupe de chasseurs, alors vous avez vraiment, c'est la petite société, c'est très chabrolien, hein, on a vraiment toute la petite société bourgeoise, provinciale, et puis dans l'entre-soi. Et puis il y a notamment deux frères, hein, qui sont joués par Philippe Léotard et puis Jean-Pierre Marielle. Et puis Philippe Léotard, comme il est irréparable, viole cette femme et qui va s'enfuir. Mimsy Farmer. Voilà. Mimsy Farmer, exactement, et qui va s'enfuir dans la forêt, traqué par tous ces hommes qui ne veulent surtout pas que ça s'ébruite. Bon, c'est un film, quand on voit la distribution, c'est assez incroyable, Arnaud. On n'a pas cité, je crois, Michel Lonsdal, Jean-Luc Bidot, Michel Constantin, on l'avait déjà cité auparavant. Paul Crochet et encore d'autres. Hein, Georges Géret qui joue le braconnier. Enfin, c'est prodigieux. Film de Serge Leroy, effectivement, de la Traque, qui est ressorti en DVD il n'y a pas longtemps, mais qui a pendant longtemps échappé aux télévisions parce que peut-être que le film était tellement violent et tellement dur que je pense qu'il y a eu des directives pour demander à ce que le film ne passe pas, en tout cas à 20h50. Oui, parce que malgré un propos en fait qui en fait, finalement, assez, on va dire, je n'aime pas ce qualificatif, mais moderne, dans le sens où ça dénonce toute une société un peu qui traque une pauvre femme. Dans le traitement, ça reste très abrupt. C'est-à-dire que le problème, c'est que, pas ce qu'en pense Marie-Noël, mais quand il y a un film un peu politique ou social
et que les personnages sont tous débectants, tous affreux, mais montrés avec une certaine humanité malgré tout qui reste tout de même quand même, on se demande si c'est pas de la complaisance qui l'emporte sur la dynamique critique ou si c'est plutôt le contraire. Et moi j'ai l'impression, si vous voulez, quand on voit le film, que les bonhommes sont absolument tous horribles, à part peut-être Constantin qui tire un peu son épingle du jeu, parce que c'est celui qui ne veut pas aller jusqu'au bout et qui s'arrête en bout de chemin pour le viol final de Mimsy Farmer. Et cette dureté, cette âpreté avec des personnages qui peuvent être humains mais en même temps des monstres, et que ce soit socialement retranscrit comme tel, bah, évidemment, ça met mal à l'aise. Je n'ai pas vu le film, mais ça a l'air d'être une problématique assez actuelle, en vous entendant parler. Oui, c'est vraiment, on prend... En fait, c'est entre Peckinpah et Chabrol, un peu dans le style. Il y a vraiment... c'est vraiment un film intéressant. Pareil, c'est à déconseiller aux âmes un peu sensibles, parce que c'est un film qui est... Déjà aux enfants. Ah oui, mais de toute façon, de manière générale, je pense que la filmographie de Marielle n'est pas forcément adaptée aux enfants. C'est vrai que ça risque de poser problème. Voilà, moi je ne prendrai pas la responsabilité là-dessus. On va passer à un autre extrait, et là, on va entendre le Marielle, le Marielle un peu beauf, là, je crois. Oh là là. Je sais pas ce qu'ils ont à aller chercher tous ces Yougos. Comme s'il n'y avait pas de joueurs chez nous. Tu disais tout à l'heure que c'était un bon joueur. Bah ouais, mais là, t'as vu, c'est une patate. S'il est pas capable de marquer à 5 mètres au prix où il est douillé, il a plus qu'à aller se faire miser, le mec. Je parle. En tout cas, la Coupe d'Europe, on peut se l'accrocher au fion. Clovac. Ah là là. Ce mec-là, dans son bled, il bouffait des racines. Ici, c'est Champagne et compagnie. Alors, comment tu veux qu'il joue au foot? Allez, bonsoir. Ça passerait pas aujourd'hui. Hein. Ah non, de toute façon, alors c'est un des deux. Alors c'est après Charlie, c'est de Nénette, Les Galettes de Pont-Aven, c'est Comme la Lune. Avec Sophie Daumier. Voilà, exactement. Ouais. Où Marielle reprend un peu ce même personnage, que c'est-à-dire ce type un peu français moyen, c'est beau, et puis qui d'un coup pète un plomb, quoi. Il faut le dire. Ouais. Avec cette fameuse réplique où en fait il est dans son lit en train d'écouter un match, et bon bah ça se passe pas comme ça veut, et puis on a cette longue litanie de réflexions tout aussi désobligeantes les unes que les autres. C'est la quintessence un peu du style de Marielle. Oui. Un prophète de la liberté d'expression, si j'ose dire, mais avec tout le caractère salace que ça peut comporter. Mais on reste toujours à la limite, justement, en fait. Avec Marielle, oui, c'est parce que il sublime toujours sa voix, le timbre de sa voix, voilà, il est unique. Marie-Noël, on va parler maintenant d'un film qui est sorti en 81. Ouais, on bascule dans les années 80. Donc Marielle est devenue un peu le personnage qu'on connaît. Et on va parler d'un film de Bertrand Tavernier qui se passe en Afrique, l'adaptation d'un roman de Jim Thompson. On sait qu'il y a eu Série Noire aussi, qui a été adaptée d'un roman de Jim Thompson. C'est Coup de torchon. Comment le placez-vous, vous, dans la filmographie de Marielle, Marie-Noël? Ah, comment on le place? Moi, je le placerais déjà le dans film. Est-ce que vous aimez ce film-là? C'est un peu lointain dans ma mémoire, je ne l'ai pas revu récemment, mais c'était un film assez fort, en effet, très... je le placerais dans les Tavernier. Moi, je le vois plutôt, oui, Marielle, dans les rapports avec certains auteurs. Il y a Marielle et Broca, Marielle Tavernier, Marielle Corneau. Il y a des rapports avec les metteurs en scène que je trouve intéressants, qui font ressortir, ou lui-même... oui, parce qu'il a fallu des grands réalisateurs pour en extraire un peu la substantifique moelle. Mais ce qui est incroyable, c'est que le film que nous a parlé La Traque est maculé de personnages tous plus odieux les uns que les autres, et on reprend... avec le film de Tavernier et Coup de torchon, où ils sont tous plus ignobles les uns que les autres. Ah oui, le même cadre crépusculaire. Oui, de jeu de massacre. Donc là, ça se passe en plus en Afrique. Le roman se passe au Texas. Et je crois que Tavernier ne voulait pas le faire en France pour justement vraiment faire ce côté vraiment très... oui, il y a un côté très noir. Une satire vraiment virulente, violente, très...
des partis pris Oui. outranciers. Un peu trop. Oui. Un peu trop. C'est dommage parce que c'est tellement bien joué, les acteurs sont tellement bons, la mise en scène est bonne, il y a plein de choses de très bonnes. Ouais. Mais l'anticolonialisme systématique, répété, de manière sans qu'il y ait la moindre porte de sortie, tous les Occidentaux sont pourris, des colonialistes. Ah oui, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Là, vraiment, c'est pas possible. Il y a un moment donné, on leur vient de dire, il y a quand même un personnage que tu vas sauver. Et non, il n'en sauve aucun. Si ce n'est peut-être l'institutrice Irène Skoblin, qui joue effectivement dans le film. Enfin, sinon, c'est tous des personnages ignobles. Voilà. Et alors, c'est un film qui a remporté, mais j'en compte, ouais, c'est ça, 8 Césars, 9 Césars, et ça a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 83. Et alors là, ça nous amène à un autre extrait que nous allons écouter avec là, cette fois, on est plus dans un dialogue, et je vous charge de reconnaître ce dialogue. Une femme en plus, c'est les pires. T'as vu, quand t'as parlé de supprimer les chiens, elle a même pas bronché. Un vrai SS. Oh, ça me fait froid dans le dos. Et alors, qu'est-ce que c'est que tous ces bouquins qu'elle nous demande? Est-ce que je sais, moi? Ouais, mon pauvre vieux, si tu les écoutais, il n'y en aurait jamais assez. Oui, non, enfin, c'est quand même... Gigi, si tu commences à entrer dans leur jeu, alors là... Mais non, je rentre pas dans leur jeu, mais je voudrais savoir comment ça s'est passé avec les autres. Mais quels autres? Les autres contrôles, Jérôme. Mais c'est mon premier. J'ai toujours su les éviter, moi. Je suis pour la prévention. C'est toi qui as dû me porter la poisse. T'es bien expert comptable. Attention, je ne t'ai jamais dit que j'étais expert comptable. Je suis expert en comptabilité. Je suis expert en comptabilité. La réplique est géniale. C'est bien sûr Signe extérieur de richesse de Jacques Monnet, sorti en 83 avec la musique de Johnny Hallyday. Avec Claude Brasseur. Claude Brasseur, Josiane Balasco. Alors l'histoire, elle est très simple. C'est un patron d'une clinique vétérinaire, joué par Claude Brasseur, qui se retrouve avec un contrôle fiscal. C'était l'époque des années 80, l'époque un peu ABS, un but de biens sociaux. Et donc, et puis il va faire appel à Marielle, son amie, qu'il pense expert comptable pour l'aider. Et forcément, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Alors je trouve quand même que le film est moyen, oui, et que Claude Brasseur, qui a le premier rôle dans le film, n'est pas du tout là pour cette fois-ci concurrencé par Marielle. C'est-à-dire que je trouve que vraiment c'est Brasseur qui est dans le premier rôle, bien installé dans le premier rôle. Marielle essaie de faire ce qu'il peut, bon, c'est pas mal, mais il n'arrive pas à détrôner ou à égaliser, je trouve, Claude Brasseur, qui reste quand même central dans le film, malgré la langue mariellienne, etc., qui pourrait justement apporter quelque chose de supplémentaire ou de supérieur. C'est peut-être un des regrets du film, c'est quand on voit le film, on a envie peut-être de voir un peu plus ce personnage. Un peu plus Marielle. Ouais. Un peu plus Marielle. Ou pas du tout. Mais justement... oui, pas du tout, parce que la frustration, effectivement, peut être génératrice d'absence, quoi. Mais dans ce côté, justement, où on parle d'un film moyen et que Marielle apporte, vous, à quel film vous pensez, Arnaud Janin, dans ces rôles où Marielle arrive et en fait... Le film en tant que tel n'est pas excellent, mais c'est la présence de Marielle qui fait tout. Les Marielle de Broca, oui, alors ça c'est sûr. Les Marielle de Seria aussi. Je crois qu'il a campé quand même ses meilleurs personnages. Alors après, on va parler évidemment de Tous les matins du monde, mais ça n'a rien à voir dans le registre de Jean-Pierre Marielle. Mais dans les comédies, là où il excellait véritablement... Oui, c'est les films aussi de Lautner, comme La Valise, où on aura tout vu. Dans les années 70, pratiquement tout est bon chez Jean-Pierre Marielle. Et même les films qui sont moyens deviennent de bons films grâce à lui. Et quel est votre Marielle préféré des années 70 ? Alors, je vais poser la question à vous, puis après à Marie-Noël. Est-ce que vous avez un Marielle qui vous revient un peu en tête ? Alors, moi, j'en ai un qui est original. Où j'ai peur. Qui s'appelle... Non. Qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes, de Michel Boiron, avec Marie-José Nat, Geneviève Fontanelle, Mireille Darc, Jean-Pierre Darras et Daniel Secaldi, et qui est une comédie succulente. Alors, c'est une comédie hyper politiquement correcte à l'époque, mais Zemmour avait d'ailleurs consacré dans un de ses bouquins une note à ce film en montrant le caractère vraiment féministe, 68 arts, post-68 arts, etc. Et tout le côté vraiment très... Mais il faut bien dire que le film... est drôle, le film est bien fait, le film avec Marielle est exceptionnel.
Et alors, et vous, Marie-Noël Alors, on parle des années 70. Oui, après, Non, c'est qu'on mais aborde après le... Bon, je vais faire la transition Ah. avec Tous les matins du monde, parce que il y a son personnage dans Que la fête commence, de Tavernier, qui est le marquis de Pontcallec, qui est un petit peu cousin du Sainte-Colombe de Corneau, enfin, qu'on retrouvera après. Voilà, donc c'est un personnage un peu plus grave et surtout très, très insurrectionnel, comme il le dit. J'aime bien son adjectif, on y reviendra. Il y a un film dans les années 70 dont on n'a pas parlé, mais qui, pour le coup, en tout cas, moi, la fin est irregardable, c'est Calmos, Arnaud. Ouais, c'est un film qui dure 1h30, 1h40 et qui a pratiquement 3/4 d'heure de trop. C'est-à-dire que la première partie est bonne, marrante. Là aussi, alors là pour le coup, alors, elle est totalement politiquement incorrect, là, et non pas politiquement correct comme dit lui que j'aime. Et c'est un film qui est... un film de Bertrand Blier, sorti en 76. Oui, avec Jean Rochefort aussi. Voilà, Bernard Blier qui a un rôle, Claude Pieplu. Et bon, après, voilà, c'est pour vraiment les amateurs. Très antiféministe, voilà. Oui, avec une fin. Alors là, pour le coup, la fin, c'est du grand n'importe quoi. Oui. Voilà, le film m'avait déçu. Oui, c'est ça, comme vous dites. Au bout de 3/4 d'heure, on se dit ah c'est bien. Puis d'un coup, ça part. Ça part très alors loin. Là, en matière de crudité, de vulgarité, de grossièreté, de grotesque et de 3 petits points, c'est vraiment du Bertrand Blier là. On est vraiment dans ce qu'il peut faire de pire. Là, on a vraiment le Blier déjà dès le début, un Blier, puisqu'il a tourné, je crois, 1 ou 2 films avant. Et ça ne m'étonne pas, si vous voulez, que ce film aboutisse à la fin qui est la sienne. Quand on connaît la filmographie de Blier. D'ailleurs, il a été détesté à gauche comme à droite. En fait. Voilà, ça c'est pas une mauvaise, ça c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais... non, parce qu'à la gauche, je le trouvais justement totalement antiféministe, puis la droite lui a dit non, vous êtes complètement, enfin c'est n'importe quoi. Il y a trop de nudité. Enfin, il y a encore, s'il y avait que ça. On va maintenant passer, alors à un petit extrait où Marielle est avec Carmet et Marielle parle de l'argent. Comment c'était? Une nuit sur le Mont Chauve. Ah. Des fois, on est héroïques, nous les bons hommes. Enfin, l'important, c'est que t'aies récupéré l'artiche. Ah, c'est beau, hein? Ah, regarde-moi cette couleur. Ah. C'est ni jaune citron, ni jaune safran. C'est jaune morlingue, jaune blé, quoi. Van Gogh aurait vu ça, il en aurait fait un chef-d'œuvre. Sans ce bon dieu de métal dans la vie, t'es qu'une merde. Tout le monde, déjà, j'ai senti ça. Près de la maison, il y avait un con, un rital, qui souvent venait faire de la mandoline à ma mère. Pour la bluffer, ce tocard jouait avec un louis d'or qui sortait de sa fouille. Ce truc me fascinait. Un jour, je l'ai carotté. Il est jamais revenu, l'enfoiré, mais j'ai chopé le virus. Schnoback était né. T'avais pris le coup du beurre. Ah oui. Il y a le bruit aussi. Hein? T'entends comme ça carillonne? C'est du Mozart. Voilà, alors là, c'est la réplique c'est incroyable, quoi. Il a beaucoup joué avec Jean Carmet, Jean-Pierre Marielle. Oui, c'est vrai. Ils avaient fait un film, on a parlé tout à l'heure... de le film d'Audiard. Le film d'Audiard, Comment peut-on réussir quand on est con et pleure ni chat. Mais il avait fait aussi un film de Michel Vianney qui s'appelle Plus ça va, moins ça va, où il jouait aussi le rôle d'un flic dans le film, avec Carmet, et on les retrouvera dans La controverse de Valaloïde pour la télévision, dans Bouvard et Pécuchet pour la télévision, et ils joueront encore d'autres films ensemble. C'est incroyable comme Carmet et Marielle ont pu tourner ensemble. Ils vont très bien ensemble, justement, parce qu'il y a cette espèce d'alliance entre, déjà physiquement, Marielle est très grand, Carmet a une certaine taille, et puis dans leur rôle, dans leurs emplois, ils se complètent très bien, quoi. On est vraiment dans une espèce de comique d'opposition entre les deux. On aborde maintenant on va aborder tranquillement les années 90, et alors avant de parler de tous les matins du monde, qui est peut-être le chef-d'œuvre de Marielle, en tout cas, on va parler d'un film qui s'appelle Uranus. Et alors, ce film est très intéressant, un film de Claude Berry, sorti en 90, adapté donc du roman homonyme là, de Marcel Aimé, qui lui est sorti en 1948, qui a été publié en 1948, alors avec une distribution là aussi assez incroyable.
On a Philippe Noiret, Michel Blanc, Michel Galabru, Fabrice Lucchini, Daniel Prévost, Gérard de Sarthe. Exactement. Daniel Lebrun. C'est Michel Galabru, voilà. Ça se passe donc à la Libération, enfin au printemps 45 dans une ville, et puis avec tous ces règlements de compte qui arrivent. Comment Arnaud, où est-ce que vous placez? Alors déjà, est-ce que vous appréciez ce film? Pas tellement. Pas tellement. Alors expliquez-nous pourquoi. J'avais été très déçu. J'étais allé voir le film parce que s'agissait d'un film de Claude Berry, sur un scénario adapté de Marcel Aimé. Il y avait un tas d'acteurs qui étaient tous bons, donc a priori, tout devait... Et puis je trouve finalement que c'est un film qui est très figé, très fixiste, un peu trop théâtral, et qui... on se demande si c'est de la comédie ou du drame. Alors ça pourrait être de la comédie dramatique, mais on sent que c'est pas non plus vraiment de la comédie dramatique. Donc j'avais été assez déçu. Puis alors... Bon, je ne veux pas en faire une marotte, mais j'avais trouvé que Philippe Noiret, qui occupe le premier rôle, est exaspérant. Alors oui, c'est vrai que vous n'en avez pas parlé dans Coup de torchon, mais il va peut-être falloir y revenir. Voilà, vous avez un grief contre Philippe Noiret. Plusieurs. Et même dans Alexandre le Bienheureux, vous... Ah si, là je suis preneur. Ah, voilà. Donc finalement, dans son rôle... Dans un taxi mauve, je suis preneur. D'accord. Ah, et pile ou face? Pile ou face, je suis preneur. Ah oui, donc vous n'êtes pas si anti-Noiret. J'ai mes exceptions. Sur 150 films, j'ai mes exceptions. Voilà. Et vous, Marie-Noël, vous êtes Noiret ou... Oui. Plutôt Rochefort. Oui, très Rochefort. Vous êtes très Rochefort, ça y paraît. Très Rochefort, oui, très Rochefort. Et très Belmondo, si on continue sur... sur les copains. Et Claude Rich, oui, c'est ça, si on reprend un peu la bande. La bande du conservatoire, ils ont quand même eu tous des carrières incroyables. Oui. Peut-être que Vernier ou Michel Beaune auraient pu avoir une meilleure carrière. C'est un peu dommage. Et ils ont beaucoup tourné avec Bebel, notamment. Et ils étaient toujours très bons amis. Toujours, oui. Ils ont Bruno Kremer qui fait partie de la bande aussi, François Fabian, Annie Girardot, tout ça. Et Patrice Lecomte les réunira... Dans les acteurs. Dans les Grands-Ducs. Dans les Grands-Ducs. Dans les Grands-Ducs, oui, parce que les acteurs, c'est... Les acteurs, c'est Blier. Mais les Grands-Ducs, d'ailleurs, et c'est une des seules fois, d'ailleurs, ils sont tous les trois à l'écran. Non, dans Que la fête commence, justement. Oui, mais ils n'ont pas de scène commune. Ah, d'accord. Exact. Là, on les retrouve. Là, vraiment. C'est vrai que oui, il y a Que la fête commence, mais ils n'ont pas de scène... C'est Patrice Lecomte, oui, qui les a vraiment réunis. Le film est sympathique, moi. Très. Les Grands-Ducs. Les Grands-Ducs, c'est très sympathique, oui. C'est un peu du De Broca. Oui, c'est dans l'esprit, c'est totalement... Un peu, on ne peut pas ne pas y penser. Et Marielle, quand même, dans les trois, sans vouloir faire l'ordre du classement, je trouve que c'est quand même le numéro 1. Mais on a compris votre classement, hein. On va avoir Marielle en 1, Rochefort en 2, et puis Noiret en 3. Et Michel Blanc en 4. Hein. Si j'ajoute. Oui, il fait un petit personnage de producteur assez odieux. Alors... On aborde maintenant, peut-être, avec une certaine déférence, hein, quand même, peut-être, c'est ça, un des plus grands films dans lequel a joué Jean-Pierre Marielle, c'est Tous les matins du monde. Et nous allons d'abord entendre un entretien de Marielle sur ce film. Moi, je me suis merveilleusement entendu avec Alain Corneau. Formidablement bien, oui. Et puis le personnage m'a beaucoup plu. Il est rentré comme ça, on était un peu envahi par ce personnage, vous voyez. Personnage très riche, très mystérieux comme ça. C'était comme une aventure. Marie-Noël, Tous les matins du monde d'Alain Corneau, sorti en 91. Oui. Et... Alors Alain Corneau, bien sûr, on le connaît pour ses très grands polars, mais il a signé peut-être aussi un des plus grands films sur la musique, qui puisse un des plus grands films français. Parlez-nous un peu de ce film et en quoi, auditeur de Radio Courtoisie, si peut-être par bonheur, parce qu'il faut découvrir ce film, en tout cas vous n'avez pas eu la possibilité de le voir, pourquoi voir ce film et pourquoi il est assez essentiel, alors d'un point de vue déjà du cinéma français, et puis après du point de vue du rapport de Marielle dans ce rôle de Monsieur Sainte-Colombe. Parce que déjà c'est un film sur la musique, et c'est pas si fréquent, et la musique baroque,
enfin, c'est un défi. Ça part de l'œuvre de Pascal Quignard, qui est assez puissante et très raffinée. On pourrait croire que c'est pas un film pour tous les publics, pas très grand public. Or, si, ça arrive à faire passer des choses très profondes et subtiles et fortes, comme assez naturelles. Les personnages existent bien, l'intrigue est celle repose sur l'opposition entre musiciens de cour incarnés par Depardieu, les deux Depardieu, Oui, Depardieu, père et fils, qui jouent le même rôle, mais voilà, deux époques différentes. Que la musique leur apporte la gloire, qui sont des mondains avant tout. Et puis, Sainte-Colombe, jouée somptueusement par Marielle, et qui, lui, est la musique pure et la douleur. La douleur d'un amour perdu. Sa femme est morte, il est veuf, il ne s'en remet pas. Donc, il y a cette déchirure profonde et on va loin et on voit un Marielle qui, d'une sensibilité vraiment très, très fine et déchirée, tout en étant un personnage extrêmement sévère, austère, puisqu'il est janséniste, et d'une intransigeance totale vis-à-vis de son art aussi. Donc, il est sans compromis et grave, mais tellement sensible aussi. Ce mélange est tout à fait unique. Et puis l'amour de la musique. Alors, Marielle, on ne l'a pas dit encore, était un grand amateur de jazz. Oui, et c'est par ce biais-là, d'ailleurs, que Corneau l'approche. Alors, Corneau a une phrase, il dit « Il me fallait une espèce de grand bonhomme foudroyé. » Et c'est ça, Marielle, dans le film, un grand bonhomme foudroyé. Là, cette verticalité d'arbre foudroyé, en effet. Étonnant. Et je vous propose, justement, on va l'entendre dans une réplique du film, où on lui propose, justement, de jouer à la cour. Sa Majesté a marqué le désir de vous entendre. Dans le cas où elle serait satisfaite, elle vous accueillerait parmi les musiciens de la chambre. Dans cette circonstance, j'aurai l'honneur de me trouver à vos côtés. Monsieur, j'ai confié ma vie à des planches de bois grises perdues dans un verger, au son des 7 cordes d'une viole, à mes 2 filles. Mes amis sont les souvenirs. Ma cour, ce sont les saules, l'eau qui court, les goujons, les fleurs du sureau. Vous direz à Sa Majesté que son palais n'a rien à faire d'un sauvage. Magnifique réplique, et qui est une véritable profession de foi. Il me semble que vous l'avez coupé un peu rapidement, parce que la phrase va un petit peu plus loin. C'est au moment où Marielle accepte de prendre le fils de Depardieu sous son... Il dit « Dans 1 an, venez me voir, vous aurez à ce moment-là la possibilité d'être mon élève, pas pour votre talent, mais pour la musique qui est la vôtre, ou quelque chose comme ça. » Et Marielle a tourné ça, on ne le sait pas suffisamment, mais on a cité tous les films qu'on connaît dans la filmographie de Marielle, mais c'est probablement le film où il est le plus grandissime par rapport à tous les autres films dans lesquels il a tourné, où il jouait déjà des rôles dramatiques. Parce que Marielle a tourné des films austères, mais des films ratés, Grâce Capot, par exemple, avec Maurice Ronet, c'est très raté. Les Mois d'Aville sont meurtriers, de Laurent Heinemann, assez raté. Enfin, on peut en citer un certain nombre. Mais là, il est, je dis, magistral. Et c'est un film, et justement, c'est Marie-Noël. Ce film touchait beaucoup Marielle parce qu'il y voyait lui-même une propre réflexion sur son métier de comédien. Cette espèce de est-ce que jouer la comédie, c'est d'abord est-ce qu'il faut chercher la gloire ou jouer juste pour son art, et tout le film repose là-dessus. Oui,
Et lui, en effet, il appréciait cette rigueur de Sainte-Colombe qui joue pour la musique elle-même. Alors, on va parler un peu. Alors, le film, en fait, je vais vous citer dans son livre, Alain Corneau, Projection privée, qui sont ses souvenirs. Alors, Alain Corneau raconte justement un peu toute la construction du film. C'est extrêmement intéressant. Il avait un désir qui était celui-ci, c'était il faudrait faire un film dont toute la chair soit musique. Je pense que ça, c'est vraiment cette phrase. C'est assez beau de constater que ce désir-là qu'il avait depuis des années, il a pu le mettre. Oui, c'est rare. Et je crois que le film a bien marché. À l'époque, il a dû faire. Mais formidablement, c'est ça qui est étonnant. Oui, il a fait. Il est sorti en décembre 90. Ça a été un succès totalement inattendu. Il sortait entre Terminator 2 et Bernard et Bianca, un dessin animé Disney très populaire au moment de... Il a eu 7 Césars, un peu... et c'était un grand succès populaire. Grand succès populaire, filmé avec très peu de moyens. Je crois qu'il y avait... Vous êtes même allé sur le tournage. Je suis allée sur le tournage, faire le reportage dans le château de la Creuse, qui est le château de Sainte-Colombe dans le film. C'est un endroit extraordinairement sauvage, au point que la châtelaine, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, en avait fait un nid de maquisards parce que personne ne pouvait le trouver. Donc, elle accueillait des résistants là, et les Allemands connaissaient l'existence du lieu et cherchaient, mais ils n'ont pas trouvé. Et ce lieu hostile par son environnement de forêts, de falaises, est un lieu formidable qui rime presque avec le personnage de Sainte-Colombe, son âpreté et son refus des compromissions et son côté, comme il le disait, insurrectionnel. On avait déjà prononcé l'adjectif tout à l'heure. Il aimait l'attitude insurrectionnelle de Sainte-Colombe qui refuse d'aller à la cour, qui refuse les puissants et qui d'ailleurs, c'est intéressant dans l'histoire, a été apprécié par Louis XIV, qui était intéressé par ce personnage si peu courtisan. Ça lui a plu à Louis XIV. Alors, on va parler un peu de la musique quand même. Là, la grande aussi c'était assez impressionnant. Alors donc le compositeur c'est Jordi Savall. Oui. Et donc et Corneau explique donc c'est le regain un peu en France du baroque et on essaye de rejouer le baroque comme à l'époque. On reprend les partitions, on reprend les instruments, on essaie de vraiment parce qu'il y a eu toute une mode au 19e notamment où on a commencé un peu à mettre au goût du jour toute cette musique du 16e, voire 17e, et avec, en soi-disant en l'améliorant. Et donc, dans ces années-là, de 90, on revient un peu à la source. Et donc, c'est de la viole de gambe, c'est un instrument magnifique. On écoutera à la toute fin de l'émission justement une des créations qui a été faite juste pour le film. Hein. La musique a été enregistrée dans une petite chapelle de Saint-Lambert-des-Bois qui est juste à côté dans la vallée de Chevreuse, à 2 pas de Port-Royal. Donc c'est assez impressionnant. Il nous reste... vous disiez que vous aviez le chiffre, vous l'avez retrouvé? Je ne l'ai pas retrouvé. C'est important parce que je peux le retrouver. Si ce que Marie-Noël dit est vrai sur la fluidité d'un film relativement austère, qui peut attirer des millions, peut-être 1 million ou plus de spectateurs, ce qui prouve qu'on peut être qualitatif, exigeant et même rigoureux ou rigoriste, même à certains égards, et faire d'un film qui marche. Voilà, c'est le film populaire et le film élitaire qui sont conjugués l'un et l'autre. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors le film a marché parce qu'effectivement, j'ai retrouvé maintenant, c'est plus de 2 millions de spectateurs. C'est énorme. Qui aurait pu penser que ça puisse faire autant de millions? C'est énorme. Il y a eu 7 Césars. 7 Césars, et effectivement, c'était un succès totalement inespéré et qui s'est en plus très bien vendu dans le monde. C'est-à-dire que c'est une histoire qui parle à tous. Oui. Parce que c'est très français aussi. Hein. Ah oui, vraiment, le racinement français jusqu'au bout des jusqu'au bout. Oui, mais comme quoi, justement, c'est intéressant. Parce que le particulier peut mener à l'universel, justement. Voilà, exactement. C'est parce que c'est français, parce que ça touche à quelque chose de profondément français, une querelle. On est quand même sur un sujet, on va dire, de niche. Hein. On est vraiment la querelle entre l'élève, son maître, chacun ses aspirations différentes.
voilà, sous le règne de Louis XIV. Donc, et ça peut faire des très grands films. Mais est-ce que Corneau, après, a été incité, après ce succès, à tourner des films un petit peu dans le même genre, c'est-à-dire des films un peu historiques, symboliques, des films aussi exigeants? Parce que je vois les films qu'il a fait après, et il ne me semble pas que ça soit des films qui soient tout à fait dans cette Non, Le dans Prince cette du Pacifique, c'est tradition. pas très bon. Non, mais après, je pense que bon... Oui, c'était une rencontre vraiment Oui, je unique. pense qu'il y a eu une rencontre. C'est unique, même dans la filmographie de Corneau, parce que même s'il a fait de très très bons films dans les années 70, comme Police Piéton 357 ou d'autres, là, ça reste quand même... Mais c'est un film très contemplatif. Si on parle de Marielle, on pense tout de suite à un film singulier qui n'est pas forcément du Marielle pur et dur, on pense à ça. Et quand on pense à un Corneau, pareil, on pense à celui-là. Oui, c'est ça. Mais c'est un film qui est très contemplatif. Enfin, il y a un silence, il y a une sorte de rythme comme ça. Oui, qui est effectivement une sorte de parenthèse quelque part. On va écouter un dernier extrait. Cette fois, c'est je crois... on va l'écouter. On parle de l'art dramatique, bon, mais moi je suis un acteur, un comédien, mais je ne suis pas un artiste. Je fais mon boulot. Voilà, je fais mon boulot. Oui, ça fait penser aussi à l'expression qu'il a utilisée plusieurs fois. Il aimait se flatter à pouvoir citer cela quand il disait « Je ne suis pas un acteur de tombola ». Et les Césars, les nominations, les récompenses, etc., j'en ai rien à foutre. Ce qui compte pour moi, c'est avant tout de pouvoir être un acteur qui fait son métier avec exigence et avec toutes les qualités que cela requiert. Oui, Marie-Noël, il y a chez Marielle ce côté artisan, en fait, dans la vision qu'il a même de son métier. Il ne pense pas, je pense, voilà, il met son honneur à faire bien son travail. Faire bien son travail, ça fait vraiment partie des choses, mais qui lui paraissent évidentes, aller de soi. C'est même pas quelque chose à défendre. Peut-être dire un mot, vous Marie-Noël qui l'avez connu, c'est que Marielle était un personnage féru de Céline et du Voyage au bout de la nuit, comme Belmondo d'ailleurs, mais lui dans une veine beaucoup plus dramatique évidemment que Bébel. Et il était assez noir, Marielle. Il pouvait être les deux. Il pouvait être aussi comique que dramatique, tragique, dépressif, même à certains égards. Comme Rochefort d'ailleurs. Oui. Ce sont des gens qui ont une fêlure. C'est pas que des rigolos. Il y a vraiment les deux. C'est pour ça qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Oui, le propre souvent des grands, on dit souvent des grands comiques, c'est que justement ils sont, on dit que c'est ça l'humour, c'est la politesse du désespoir. Donc, oui, il y a une mélancolie profonde en lui. Oui. C'est un personnage noir à certains égards, Marielle. Et pouvant être très 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 drôle aussi. Ça dépendait des jours, des heures. Sauf pour son métier où là il était toujours impeccable. Et alors justement, pour conclure un peu cette émission, mais comment vous allez le placer aujourd'hui, avec le recul, dans un peu le panorama du cinéma français, Marielle? Est-ce que vous en faites un... C'est un ovni dans le cinéma français contemporain. Ça fait partie des acteurs, des grands acteurs. Moi, je crois qu'on pourra citer, même après la Seconde Guerre mondiale, il y en a peut-être une dizaine qu'on pourrait citer. Marielle fait partie, à mon avis, des 10. Dans les deuxièmes rôles et dans les premiers rôles, comme dans les films un peu moyens, si on prend la prestation d'acteur, et non pas seulement le film on tel, prend la prestation de l'acteur en tant que tel. Ouais. Il est, à mon avis, largement dans les 10 premiers. Largement. Oui, parce qu'il a une... Moi, je tiens beaucoup à sa voix. Bien sûr, c'est une présence physique, mais vraiment, cette voix, il a une musicalité, sa voix transmet une musicalité profonde, intérieure, qui avec ce côté sombre, en effet, mélancolique, ou une retenue. Et puis, à côté de ça, une espèce d'allegro un peu plus léger. Alors, il y a un autre film qu'il faut citer, à mon avis, pour parler de la fêlure de Marielle, c'est Un moment d'égarement. Oui, c'est vrai. Avec Agnès Soral et Victor Lanoux. Oui. Parce que là, il est question quand même de l'amour et de la sexualité entre une adolescente et un adulte. Et Marielle se trouve être cet adulte, copain de Victor Lanoux, qui est le père de la fille. Et bon, c'est un film qui dérange, vraiment. Et là aussi, Marielle reste sobre à certains égards, malgré le rôle qu'on lui fait jouer, et malgré
le caractère ambivalent ou ambigu du personnage et de ce que ça peut avoir parfois d'un peu gênant. Oui, d'ailleurs, le film a eu une sorte de remake, enfin, avec Cluzet et Cassel, qui peut-être, à mon avis, Non, c'est pas bon, ça n'a rien à voir. Ça allait en tout cas. Ouais, non, c'est rien. Mais on fait pas avec Cluzet et Cassel ce qu'on fait avec Lanoux et Marielle. Hein. Ah, Victor Lanoux, il faudra aussi un jour qu'on en parle. Dans les bouffes, peut-être même. Victor Lanoux, excellent acteur. Eh bien, écoutez, cette émission va bientôt toucher à son terme. Allez, une dernière petite question très rapide. Votre film préféré de Marielle ? Je vais me distinguer par mon originalité, par votre indépendance d'esprit. Et par ma prétention, en vous disant, peut-être pour que ça puisse permettre aux gens de le voir, le film que je citais tout à l'heure, Dis-moi que tu m'aimes, de Michel Boiron. Moi, je ne serai pas très originale. Pour prolonger notre dialogue, c'est Tous les matins du monde. Oui. Excellent. Eh bien, écoutez... Excellente transition, Marie-Noël, puisqu'on va se quitter sur La Gavotte du Tendre, composée par Jordi Saval pour Tous les matins du monde. On se dit à dans un mois pour un nouveau Libre Journal du cinéma. D'ici là, regardez des films avec Marielle, regardez tous les matins du monde, et puis allez au cinéma. Merci.